Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui c'est l'instant philo, Didier Guillaumet nous parle de l'interprétation du rêve. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, aborde la 4e partie de Charles Bukowski, La légende. Quant à Anne Hidrogou, elle s'entretient avec Javier Paragas, paléontologue au muséum. C'est un métier passion. L'instant philo. L'interprétation du rêve. Pour Freud, si nous rêvons, c'est que nos désirs débordent du cadre étroit de ce que la réalité quotidienne peut nous apporter comme satisfaction. Toutes ces passions et aspirations bien présentes en nous, qui ne trouvent pas moyen de se réaliser, pourraient produire une amertume, individuellement et socialement néfaste. Une des fonctions de l'activité onirique est donc de limiter la frustration que nous rencontrons fatalement dans nos existences. Pour désigner cette capacité que nous avons de traduire un désir qui nous hante en une création originale sur une scène onirique, Freud parle de dramatisation. Cette capacité de nous persuader qu'est présente en rêve, une satisfaction qui est absente dans la réalité, ne fait pas que compenser un manque. Elle apporte également une dimension tout à fait originale à nos vies. À côté des désirs qui continuent de nous tourmenter après une journée, auxquels le rêve donne satisfaction par l'imaginaire, il y a des aspirations plus générales, plus profondes peut-être, en tout cas plus existentielles, auxquelles le rêve donne forme. La fonction onirique permet ainsi d'incarner le désir de donner du sens à ce que nous vivons et de donner corps au désir d'explorer de façon inventive les rapports complexes que nous tissons avec ce qui nous entoure en les rejouant et en les scénarisant. Tout rêve est la réalisation d'un désir. Tel est le cadre interprétatif général proposé par Freud. Mais comment savoir quel désir particulier se réalise dans ces rêves d'adultes qui paraissent si étranges et incompréhensibles ? Pas facile. C'est justement là qu'une interprétation devient indispensable. Ce qui est sans ambiguïté n'a nul besoin qu'on enquête pour en saisir le sens. Dans le souvenir qu'on a des rêves qui réalisent clairement un désir bien identifié, tout est compréhensible. Par exemple, quand des scientifiques sont envoyés dans une station polaire à l'époque de Freud, ils se trouvaient condamnés à se nourrir pendant des semaines essentiellement de boîtes de conserve. Il n'est pas étonnant que tous finissent par rêver de façon récurrente de festins merveilleux. Le désir réalisé alors n'a rien de mystérieux. Par contre, les rêves, où ce sont des désirs inconscients qui se réalisent, demandent à être interprétés. En effet, le souvenir que nous en avons, Freud parle pour le désigner de contenu manifeste, ne permet pas d'accéder directement à son sens. Le contenu qui se manifeste à notre conscience au réveil, dans ces songes intrigants, semble lourd d'une signification énigmatique, que Freud appelle le contenu latent. Latent, car, s'il nous échappe bien, on en a tout de même une sorte d'intuition vague. Interpréter un rêve consiste donc, à l'aide d'une enquête et d'un ensemble de moyens mobilisés, à tenter de retrouver son sens profond à partir de la mémoire qu'on en a. Comment concrètement fait-on ? Quelle méthode Freud préconise-t-il pour arriver à décrypter nos productions oniriques les plus déconcertantes ? Les rêves à interpréter sont ceux qui mettent en scène des désirs inconscients, dont la satisfaction reste cachée pour protéger notre équilibre. Dans ces productions oniriques, notre psychisme dissimule la présence de pulsions perturbatrices. Dans cette censure que Freud nomme le travail du rêve, diverses opérations interviennent. Par exemple,
un rêve peut transformer une information trop déstabilisante en un élément symbolique. C'est le cas de bien des aspects sexuels qui arrivent à la conscience sous une forme ainsi moins explicite. Par exemple, le sexe masculin prend la forme d'une bougie ou le coup d'un cygne. À côté de la symbolisation, deux autres opérations contribuent à brouiller les pistes du rêveur. D'abord, la condensation, où diverses scènes, personnes ou lieux sont mêlés. Il n'est pas rare dans un rêve de passer magiquement d'un endroit à un autre très éloigné, d'une époque à une autre, parfois d'une personnalité à une autre. Freud met l'accent aussi sur le déplacement, qui consiste, pour un sentiment ou pour une réaction, d'être changé de place dans l'agencement d'une scène. C'est ainsi que la colère peut s'exprimer violemment contre une personne qui n'en est pas la cause, alors que l'individu qui mériterait qu'on lui souffle dans les bronches est épargné. Si dans notre souvenir, notre animosité a été déplacée, c'est souvent que la personne qui nous a indignés est une personne d'autorité que notre conscience ne trouverait pas bienséant d'agresser. Le travail d'interprétation doit d'abord s'appuyer sur les opérations qui ont conduit à coder et à transformer le contenu du rêve pour qu'il devienne inoffensif dans la réception qu'on en a. Interpréter, c'est donc décoder le rêve à l'aide de toutes ces opérations complexes, la symbolisation, la condensation et le déplacement, qui ont permis d'en cacher la portée réelle. Rien de scandaleux à cette censure, car c'est chose, disons, normale que de protéger le psychisme de désirs perturbateurs. Faudrait-il alors s'interdire d'interpréter ces rêves qui pourraient être déstabilisants ? Rappelons d'abord que Freud a toujours mis en garde contre une diabolisation de l'inconscient qui consiste à se le représenter comme une sorte de boîte de Pandore dont sortiraient essentiellement des pulsions néfastes. La réalité est souvent d'une plus grande banalité et finalement inoffensive. Ensuite, quand le souvenir d'un rêve d'adulte affleure à notre conscience, c'est une invitation à aller voir de plus près pour mieux comprendre ce qui se trame en nous. Il suffit de prendre un exemple d'interprétation de rêve pour s'en persuader. Dans son ouvrage, sur le rêve, Freud donne un exemple de rêve. Une jeune fille rêve que le second enfant de sa sœur vient de mourir et qu'elle se trouve devant le cercueil, exactement comme elle s'était trouvée quelques années auparavant, devant celui du premier-né de la même famille. Mais ce spectacle ne lui inspire pas le moindre chagrin. C'est là, on le voit, un rêve d'adulte, déconcertant et même culpabilisant. On sent bien que le souvenir du rêve ne donne pas le sens véritable. Freud précise d'ailleurs, la jeune fille se refuse naturellement à voir interpréter son rêve dans le sens d'un désir secret et agressif. Précisons-le, elle n'a rien contre son neveu dont elle ne souhaite évidemment pas la mort, ni apparemment contre sa sœur qui a déjà perdu d'ailleurs son premier enfant. Pour en savoir plus et obtenir des éléments qui vont permettre de décoder ce rêve, Freud utilise la méthode d'association libre des idées, grâce à laquelle il a obtenu déjà quelques succès en psychothérapie. Concrètement, il demande à la patiente de préciser tout ce qui lui vient en tête à l'évocation de ce rêve, sans rien écarter, même si cela ne semble rien avoir. Cette méthode a apporté quelques éléments éclairants que Freud résume ainsi. Il y a ceci, dit-il, qu'auprès du cercueil du premier enfant, elle s'est rencontrée avec l'homme qu'elle aime. Elle lui a parlé. Depuis ce moment, elle ne l'a jamais plus revu. Nul doute que si le second enfant mourait, elle rencontrerait de nouveau cet homme dans la maison de sa sœur. Elle se révolte contre cette hypothèse, mais elle en souhaite ardemment la conséquence, c'est-à-dire la rencontre de l'homme aimé. Le jour qui a précédé le rêve, elle avait pris une carte d'entrée pour une conférence où elle espérait le voir. De ces faits collectés par la méthode d'association libre des idées et en mobilisant les opérations psychiques de déplacement et de symbolisation, Freud tire une interprétation de ce songe. Il écrit « Le rêve est donc un simple rêve d'impatience, comme il s'en produit avant un voyage, avant une soirée au théâtre, dans l'attente de n'importe quel plaisir. Mais la jeune fille se dissimule à elle-même son propre désir. Alors, à l'un des aspects trop indicatifs de la situation, il s'en substitue un autre, aussi impropre que possible, à inspirer la joie qui persiste. »
Derrière un aspect troublant, ce rêve qu'on vient d'interpréter avec Freud cache à première lecture une mise en scène permettant de donner satisfaction au souhait que cette femme a de revoir un homme qui lui est cher. Une autre interprétation toutefois semble possible qui permet de mieux expliquer culpabilité et déni d'agressivité qui s'exprime chez la jeune femme. La rivalité fraternelle entre frères et sœurs n'a pas attendu Freud pour être saisie, et bien des mythes dans toutes les civilisations nous en parlent. Le désir de la jeune fille n'est, dès lors, peut-être pas totalement centré sur ce conférencier qu'elle ne connaît d'ailleurs visiblement pas bien, mais également sur une situation qui pourrait lui apporter satisfaction en la replaçant à égalité avec sa sœur. Cette dernière, en effet, a pu se marier et faire 2 enfants. La femme qui rêve est célibataire et sans enfants. Dans une famille traditionnelle, à cette époque, cette situation n'est pas enviable du tout, car la jeune femme commence ainsi une carrière de vieille fille, comme on disait à l'époque. Ce rêve ne serait-il pas une façon de retrouver une situation équilibrée avec sa sœur ? Cette dernière y perd son second enfant. Mais la jeune femme rencontre, elle, un potentiel mari. Les voilà de nouveau à égalité. Ce rêve exprime-t-il alors du ressentiment à l'égard d'une sœur dont elle est jalouse ? Ou bien est-ce une façon d'interroger la place d'une jeune femme à une époque où il est assez mal vu qu'elle ne trouve pas à faire couple et enfant ? Peut-être ces 2 choses en même temps. Interpréter un rêve, c'est considérer que les désirs et préoccupations individuelles prennent source aussi dans une situation historiquement et sociologiquement déterminée. Sur un même rêve, des interprétations différentes, sans être au demeurant contradictoires, sont donc possibles. Est-ce un défaut ou au contraire une richesse ? Je pencherais plutôt pour la seconde solution. En tout cas, il est important de souligner que pour Freud, le rêve n'est pas simplement du côté d'une imagination qui permet de compenser, voire d'oublier les déceptions et frustrations du réel. Le rêve est aussi du côté de l'enquête et de la recherche de soi. Il constitue, comme ne cesse de le répéter Freud, la voie royale de l'exploration de l'inconscient. Dans l'activité onirique s'inventent des dispositifs qui permettent de rendre ainsi visible et d'incarner le réel de nos désirs, même les plus inconscients, même les plus hésitants, même les moins affirmés. Freud ne serait pas en désaccord, je pense, avec l'idée formulée dernièrement par le sociologue Bernard Lahire, selon laquelle le rêve est une conversation de soi avec soi. D'ailleurs, si la nuit porte conseil, comme on dit, n'est-ce pas parce qu'elle constitue un moment de réflexion et de maturation dans lequel l'activité onirique a tout son rôle à jouer ? « 10 minutes, chronique. Charles Bukowski, 4e épisode. La légende. Il est difficile de dire si Bukowski a construit sciemment son personnage. Provocateur, certainement il l'était. Incompatible avec la société ambiante bien élevée, travailleuse, organisée, certes. Il s'y sentait très mal à l'aise. Devenir une personne normale, civilisée, qui bosse de 8h à 17h, se marie, a des enfants, j'aurais jamais pu, dit-il. Je me serais foutu en l'air. Ces outrances provocatrices le délivrent du poids du conformisme. Il ne peut pas se passer de l'alcool depuis qu'il l'a découvert, parce qu'au travers de son état éthylique, le monde lui paraît plus supportable. Avec ce bagage, il écrit. Au plus près de la vérité, la sienne, en l'imageant, l'enrichissant. Et dit-il, si on veut savoir qui il est, on lit ses livres. Qu'ajouter à cela ? Mais l'œuvre d'un écrivain lui échappe, dès que les éditeurs, agents littéraires, traducteurs, illustrateurs interviennent. L'image de vieux dégueulasses, de poètes alcooliques, construite par et autour de ses textes, par les photographes, les journalistes, et bien sûr ses lecteurs, a créé Charles Bukowski bien au-delà de son œuvre. Et souvent la légende s'est chargée d'en faire une figure qui efface l'écrivain au profit d'une caricature. Petit décortiquage d'une rencontre mythique. L'affaire Bukowski en France. Quand en France on évoque Bukowski, on ne peut éviter que quelqu'un immédiatement
rappelle son apparition à la télévision française. Une présence qui a permis à la fois de le faire connaître, mais surtout de l'enfermer dans une case, celle du scandale. Ce vendredi, du 29 septembre 1978, comme tous les vendredis soirs de la semaine, sur Antenne 2 en direct, commence donc la 159e émission d'Apostrophe. L'émission littéraire, animée par Bernard Pivot. Une réputation fabriquée par ses livres, précédait donc Bukowski ce soir-là. Assis autour d'une table basse, se trouvent 5 invités, 4 hommes et une femme. Charles Bukowski, alors inconnu en France, et il faut bien le dire, quasiment ignoré aux États-Unis, va y devenir célèbre du jour au lendemain. Manifestement, ses écrits suscitaient chez certains une curiosité ambiguë. Bernard Pivot lui pose une première question, laquelle peut étonner par sa forme à la fois binaire et biaisée. Pensez-vous être un grand écrivain ou un obsédé sexuel? Ainsi, il ne pourrait être que l'un ou l'autre? Sans tomber dans le piège du qui suis-je, dans une réponse où se disputeraient la fatuité et la fanfaronnade, Bukowski répond qu'on l'accuse de beaucoup de choses, mais que quelle que soit sa vraie personnalité, ce qu'il est, ce sont ses romans. Et qu'il vit sa vie, sans prétention. Il se demande alors ce qui se produirait s'il devenait célèbre et prenait trop d'assurance. Manière élégante ou détournée, pour dire que ce n'est pas à lui de répondre à ces questions. Pivot insiste. Les deux facettes du personnage Bukowski ne seraient-elles pas vérité et scandale? Lequel répond qu'il dit la vérité dans ses livres, mais qu'il l'agrémente, de manière à ce qu'elle devienne plus intéressante et puissante. Autre question. Les critiques français vous comparent à Henri Miller. Non, oublions toutes ces âneries. Ce n'est pas sérieux, répond Bukowski. Question suivante. Vous vous comparez à un solitaire ou à un marginal dans la littérature américaine? Bukowski. J'ai été un clodo toute ma vie et maintenant on me paie pour écrire. Alors ça c'est vraiment très marginal, parce que dormir dans un jardin public pendant une nuit et puis le lendemain pratiquement être payé pour ce qu'on raconte, ça c'est marginal d'en arriver là. Mais maintenant que je suis dans l'engrenage, ça me préoccupe beaucoup, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver à mon âme maintenant que je suis à l'intérieur de la machine? Si on me donne trop d'argent, qu'est-ce que je vais devenir? Mais enfin bon, je veux bien prendre le risque. Allez, donnez-moi tout le fric que vous voulez. Après, c'est mon problème. C'est alors que Kavanagh, le cofondateur de Charlie Hebdo, clame toute l'admiration qu'il a pour Bukowski et la conviction qu'il a devant lui un grand écrivain. Ce dernier continue à tracer sa ligne en affirmant qu'il ne peut pas reconnaître une quelconque valeur à ce qu'il écrit et que cela est le travail des critiques, pas le sien. Moi, je veux juste retourner chez moi, dit-il. Être seul. Moi, je veux pouvoir me promener dans une rue et regarder une putain se promener sur le trottoir. Je ne peux pas me tenir pour un grand écrivain et je n'ai pas écrit pour être connu en tant que grand écrivain. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'écris au fond? Pourquoi? En tout cas, une fois qu'on a écrit, on nous fait parler à la télévision. Et pour moi, c'est franchement un peu terrible comme évolution. Moi, je connais beaucoup d'écrivains aux États-Unis qui adoreraient être ici comme moi, là, devant les écrans, les caméras, en train de parler, d'avoir la possibilité de dire n'importe quoi. C'est formidable. Mais moi, ça ne me fait pas plaisir. Désolé, mais ici... Pivot lève la main et interrompt sèchement Bukowski. Désolé, mais sorry. Bukowski s'excuse. Ah, dit-il, pardon, je parle trop. Pivot enchaîne pour interroger un autre invité, un psychiatre, à propos de ce qu'il pense de Bukowski. On commence donc à parler de l'écrivain comme s'il n'était pas là. Le psy exprime son intérêt pour Bukowski qu'il semble considérer comme un cas, celui d'un homme malheureux qui a peur, qui lui fait pitié, etc. Pivot pose alors cette étrange question à la seule invitée féminine, Catherine Paysan. « Pensez-vous qu'il aimerait arrêter de boire ?» Ah, nous y voilà. Chacun sait que Bucco est alcoolo,
D'ailleurs, il a demandé à la production de lui offrir 2 bouteilles de vin. Dans sa générosité, elle lui en a offert 2 ou 3 de plus, histoire de voir, peut-être ce que cela allait donner. Au cours de l'émission, l'animateur va y faire de nombreuses allusions, et en effet, pendant 1h15 ou presque, l'écrivain américain, comme on le dénomme plusieurs fois sur ce plateau, boit. Pivot revient vers Bukowski, lui demande pourquoi avoir choisi ce titre, Mémoire d'un vieux dégueulasse. L'auteur répond que ce n'est pas lui qui a choisi, mais un journaliste. Puis arrive cette question. Est-ce que vous n'êtes pas la preuve vivante de la décadence américaine ? Réponse de Bukowski. Non, moi je suis certainement la représentation vivante de ma propre décadence, et il se trouve que je vis aux États-Unis. Sans doute ça fait partie d'un tout. Mais non, finalement je ne suis pas décadent, non, je suis un chômeur, j'ai pas de métier, j'ai pas beaucoup d'instruction, j'essaie de me débrouiller. Et l'émission continue ainsi. À 19 minutes 44 secondes, on voit Bukowski déboucher une bouteille. Peut-être pense-t-il en avoir enfin terminé. Mais non. Un peu plus tard, Pivot veut faire parler Bukowski de son enfance malheureuse. Ce dernier botte en touche et demande à ce que l'on passe à quelqu'un d'autre. « Ah, dit Pivot, j'ai l'impression que vous me dites ça parce que vous avez soif. »« Il y en a encore, dit Bukowski. Pour l'instant, j'écoute. » Et là, survient ce qui va définitivement alimenter une légende. Nous sommes à 45 minutes du début de l'émission. Bukowski se penche au-dessus de la table basse et touche la jambe, le genou, la cuisse, on ne voit pas à l'image, de Catherine Paysan qui rit aux éclats et dit « Ça c'est le pompon, j'ai bien fait de mettre une jupe fendue. » En effet, sa jupe portefeuille était ouverte sur le côté et découvrait sa cuisse depuis le début. Quelle tentation pour le vieux dégueulasse qui commence à s'ennuyer et qui est bien installé dans les vapeurs d'un très bon Sancerre. À partir de ce moment, l'écrivain américain fait des remarques ponctuelles pendant que ses consoeurs et confrères sont questionnés à leur tour. Parfois, il s'en excuse, mais surtout il s'ennuie. Quand la parole est donnée à nouveau au psychiatre, Gaston Ferdière, tout bascule.